La vidéo d'aujourd'hui parle des addictions alimentaires et je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que en fonction de ce que vous avez comme type d'addiction et comme degré d'addiction, ça peut être un problème soit pour l'adaptation, soit pour ensuite atteindre vos résultats, que ça soit perte de poids, prise de masse ou ce que vous voulez. D'ailleurs c'est un sujet qui doit être adressé en coaching et même si vous n'êtes pas en coaching mais que vous êtes de votre côté en train de travailler sur votre diète, c'est un sujet auquel vous devez vous intéresser parce qu'en fonction de quel type d'addiction, il va quand même y avoir des aménagements et des priorités à mettre pour arriver à l'adaptation ou à vos différents résultats. C'est pour ça que j'ai voulu l'aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire que pendant l'été, je vais changer un petit peu d'organisation. Je vais faire moins de vidéos et plus de live. Donc vous allez avoir au minimum 2 lives par mois. Il y aura toujours la date du premier live du mois et une deuxième date. Donc surveillez bien soit la partie communauté, soit mon compte Instagram où j'essaierai de vous donner les informations dans les commentaires de vidéos à chaque fois pour vous prévenir des lives. Mais là il y en a un qui va arriver très bientôt où on va beaucoup parler comportement alimentaire. Ça sera un live aussi destiné aux personnes qui se demandent si elles mangent trop ou si elles mangent pas assez et si ça peut influer sur leurs résultats. Sinon, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et pour en revenir au sujet, donc, les addictions, faut pas s'affoler, enfin globalement on en a tous à de plus ou moins haut degré, plus ou moins embêtant pour notre diète. Je vais commencer, moi, par celles qui me semblent les plus handicapantes quand on décide de faire une diète cétogène. Ça va être évidemment l'addiction aux glucides et au sucre, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas toutes les personnes en diète cétogène qui sont ad vitam aeternam débarrassées de l'addiction au sucre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés par ce qu'on appelle la candidose. La candidose, c'est une forme de dysbiose où on a le candida albicans qui se développe plus que les autres et qui colonise l'intestin. Et le problème de cette pathologie-là, le problème de la candidose, c'est qu'en fait le champignon se nourrit de sucre. Le problème c'est que quand vous arrêtez de manger des glucides et du sucre, le champignon lui il veut survivre et il va faire tout ce qui est en son pouvoir, et croyez-moi il peut beaucoup, pour vous envoyer lui chercher sa bouffe. Donc ça va vous relancer dans des envies de sucre, ça va vous relancer dans des schémas où bon quand vous avez de la volonté vous tenez, mais en fait très vite vous retombez dans votre addiction. Mais c'est vraiment un truc qui va bien au-delà de la volonté. Le candida il colonise les intestins, mais quand il se surdéveloppe, il affecte aussi les cellules nerveuses. Donc on va avoir des états d'anxiété, on va avoir des cas de pensée cyclique autour de la nourriture. Vous voyez le type de personne qui pense à la nourriture quand elle se lève, qui mange et qui pense ensuite à ce qu'elle va manger, ce qu'elle a mangé la veille. Voilà, ça c'est des cas typiques. Et puis il y a plein de manifestations différentes de la candidose. Il y a tout ce qui est brain fog, manifestations de peau, eczéma, psoriasis, pellicule, choses comme ça. Enfin il y a plein de choses, il y a plein de formes différentes sous lesquelles peuvent se développer la candidose. Si vous n'êtes pas sûr là-dessus, il y a un article sur mon blog qui s'appelle Comment savoir si on a de la candidose. Il y a un petit test à prendre que vous pouvez faire. C'est quand même important de s'en rendre compte. Parce que si vous avez de la candidose, peut-être que dans les premiers mois de votre diète cétogène, vous n'allez plus avoir envie de sucre. Il y a beaucoup de gens qui font ce retour-là. Mais si vous ne faites pas votre diète correctement, ça va revenir et à tous les coups. Pour les personnes qui sont dans ce cas-là, et en plus elles sont nombreuses, et vous n'avez pas besoin d'être diagnostiqué par un labo ou un médecin de candidose pour en avoir. 70% de la population en a, et surtout les femmes qui sont plus touchées que les hommes. Si vous êtes intéressé par tous ces sujets, j'ai fait un live aussi sur la candidose, je vous y renvoie. Là le sujet c'est pas ça, là le sujet c'est de dire, quand on a de la candidose, on a toujours des addictions qui sont orientées vers les glucides, le sucre. Donc pour certaines personnes c'est les choses sucrées, pour d'autres personnes c'est plutôt les choses type pain ou pâtes. Ça peut prendre des formes différentes, mais finalement en fait c'est toujours vers ça qu'on se retrouve attiré. Et là je vais vous donner les éléments de stratégie les plus importants parce que c'est typiquement l'addiction la plus forte qui peut faire échouer votre diète. La stratégie numéro 1 et la plus importante, c'est de tenir sur le long terme. Parce que le candida albicans, c'est quand même un champignon qui est extrêmement intelligent, qui s'adapte, qui trouve des stratégies, etc. Si vous coupez les glucides, comme font certaines personnes, pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, et que vous replongez régulièrement, qu'en fait vous vous mettez en tension, que vous n'arrivez pas à tenir et qu'au bout d'un moment vous replongez, tout ce que vous faites, c'est apprendre la patience au candidat. C'est-à-dire que vous lui apprenez que oui, ok, ça va être la disette pendant quelques mois, mais enfin au bout d'un moment, elle va y retourner et t'auras ce qu'il faut. Donc en fait, il devient de plus en plus endurant comme ça. La seule façon de reprendre le dessus sur une candidose, c'est vraiment de tenir sur le long terme. Le premier élément, c'est que vous, en particulier, encore plus que tout autre, vous ne devez pas oublier qu'une diète low carb doit toujours être high fat en même temps. Si vous ne prenez pas assez de gras, vos envies de sucre vont être intenable. C'est la volonté qui va tenir, et quand il y aura plus de volonté, ça va être une catastrophe.
Et pour éviter ça, évidemment, il faut que le cerveau se sente rassuré, il faut que l'hypothalamus ne se sente pas en état d'urgence, en état de stress, etc. Faire des diètes low carb qui sont pas assez high fat, bah, c'est exactement les situations de stress dont le cerveau ne veut pas dans ce cas de figure. Donc, faut vraiment faire attention, vous, à avoir des diètes hautes en gras, à jamais être en dessous de 150 grammes de matière grasse ajoutée. Et dès que vous sentez en fait qu'il y a des envies de sucre qui reviennent, vous devez vous dire ok, je n'ai pas mangé assez de gras et je dois rectifier le tir. Attention, quand je dis ça, hein, il y a souvent des gens qui me comprennent mal. Si un ami à vous est en train de manger une part de cheesecake ou votre dessert préféré devant vos yeux, c'est normal d'en avoir envie. Ça, c'est pas la candidose, c'est normal. Votre cerveau est binaire. Vous lui mettez un truc qu'il aime bien devant les yeux, il va en avoir envie. Mais normalement, si vous avez mangé assez de gras, si tout va bien, 5 minutes après, vous avez oublié. Celui qui mange pas assez de gras, celui dont le cerveau est en panique, celui qui est en tension, lui, il y repense, il y repense, il y repense, et ça devient une obsession. C'est ça la différence. La deuxième chose, c'est que pour les personnes qui sont dans ce cas-là, le mieux est l'ennemi du bien. Parce que il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, j'ai une candidose, donc je dois absolument réparer mes intestins et faire la diète la plus parfaite du monde. » Ils placent la barre beaucoup trop haut, ils se mettent des objectifs quasiment inatteignables, ils se set up pour l'échec. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben ils se mettent à remanger des glucides. Et du coup, bah, ils alimentent leur candidose. En fait, les personnes qui ont ça, qu'il vaut mieux miser sur des stratégies moins parfaites, mais qui vous permettent de tenir longtemps. C'était exactement mon cas quand j'ai commencé la diète cétogène. Premier mois, deuxième mois, tout doit bien parce que vous êtes full de volonté. Mais moi, à l'époque, je travaillais à la Vie Claire. Et à l'époque, on avait encore le droit de faire des dégustations à tire-larigot. Alors je peux vous dire qu'à la caisse, il y avait toujours des trucs à manger, il y avait toujours du pain, des gâteaux, du chocolat, des pâtes à tartiner à faire goûter aux gens. Et en fait, ben moi j'avais envie de sucre tout le temps. La stratégie que j'ai prise à ce moment-là, c'est quand je sentais qu'il y avait trop de tension, ben en fait je me faisais des goûters avec du fromage. Alors je savais très bien que le fromage c'est pas une très bonne option quand on a de la porosité intestinale et après forte raison une candidose, mais c'est toujours un moindre mal. Le fait de prendre par exemple en snacking 30-40 grammes de comté, coupé en fines tranches avec des épaisses tranches de beurre au-dessus, ça me donnait quand même du plaisir à ma diète parce que moi j'aime beaucoup le fromage, ça m'aidait à consommer mon beurre, puis après quand je revenais, bah en fait j'avais plus faim et c'était beaucoup plus facile de tenir. Alors attention, je faisais pas ça tous les jours. Ça pouvait m'arriver de le faire 2 fois, voire 3 fois par semaine des fois. J'avais conscience que c'était pas la meilleure chose, mais j'avais conscience de pourquoi je le faisais. Je le faisais parce que c'était un moindre mal et je le faisais parce que quand on a de la candidose, le pire, c'est la recharge glucidique. Évidemment, je suis pas en train de vous conseiller de faire une diète laxiste et de faire n'importe quoi. Ce que je suis en train de vous conseiller, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne vous mettez pas des objectifs de déglingo, ne vous imposez pas le carnivore par exemple, c'est trop pour quelqu'un qui a de la candidose et c'est même pas utile. On peut réparer son intestin avec une diète cétogène bien faite, de bon sens, etc. Ça sert à rien d'aller chercher des trucs de l'extrême. Et d'expérience, parce que j'ai suivi plein de gens en coaching qui ont ça, c'est pas tenable. C'est pas tenable parce qu'il y a toujours un moment où il manque de la volonté. Donc, alors que si vous faites des formats de diète qui vous correspondent, qui ménagent en fait la part de difficulté qu'il y a dans votre quotidien, vous irez plus loin. Même si ça implique de temps en temps de manger une petite michetonnerie keto où il y a de l'érythritol, bah, on sait bien que l'érythritol c'est pas l'idéal quand on a des dysbioses. Mais en fait, on ne vous dit pas de manger ça tous les jours. On sait bien que c'est pas l'idéal de manger du fromage quand on a de la candidose. Si vous trouvez des stratégies qui vous permettent de tenir sur le long terme, dans ce cas de figure-là, c'est le mieux. La deuxième addiction qui est pour moi très problématique, c'est l'addiction à la caféine. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, depuis ma vidéo sur le café, ont fait l'effort d'arrêter et je suis vraiment très contente et super fière du coup d'avoir été aussi partie de ce mouvement-là, mais je sais aussi qu'il en reste qui n'arrivent pas à se débarrasser de cette addiction. C'est une addiction qui est très importante parce que, en fait, c'est une addiction qui va foutre le bordel dans vos hormones, en commençant par le cortisol, mais comme le cortisol est une des hormones les plus hauts dans la chaîne, c'est quelque chose qui va très fort dérégler aussi d'autres hormones en cascade derrière. En fait, vous ne voulez surtout pas dérégler tout ce qui est cortisol, mélatonine, leptine, parce que c'est en jeu dans votre métabolisme et c'est en jeu dans votre gestion du poids, c'est en jeu dans votre gestion de l'énergie. Donc c'est vraiment un truc, on ne veut pas y toucher. Et le café, il ne fait pas qu'y toucher, le café fout exactement la merde là-dedans. Et il ne fait pas que ça, il y a beaucoup d'autres problèmes que je vais pas rappeler ici, mais je vous renvoie à ma vidéo sur le café, regardez-la si vous buvez encore du café parce que parfois avoir des arguments, ça aide à mettre en place des choses. On peut à la limite se s'auto-adapter en buvant du café. Par contre, si vous avez quand même des difficultés de métabolisme, si vous avez des difficultés avec la gestion du poids qui se stocke autour du ventre, avec des problèmes énergétiques, bon,
Globalement, vous pouvez vous attaquer à cette addiction. Et puis, c'est vrai que quand vous consommez du café, vous ne vous rendez pas compte de quel est votre vrai niveau d'énergie. Donc il y a vraiment des gens qui, en consommant du café, se voilent un petit peu la face et ne voient pas qu'en fait, ils sont en train d'épuiser leur glande surrénale. Et qui oublient que quand on arrive à un certain épuisement des surrénales, en fait on est déjà en train de fatiguer la thyroïde, et quand on commence à toucher et dérégler la thyroïde, bon courage ensuite pour la gestion du métabolisme, de l'énergie, du poids et de la fertilité. Donc vraiment, il faut pas entrer dans ce cycle, et si vous ne voulez pas y entrer, il faut surtout pas se reposer sur la caféine pour la gestion de l'énergie. Je sais que ça peut être très très compliqué parce que c'est une des choses les plus addictives d'arrêter le café d'un seul coup. Si vous ne pouvez pas arrêter d'un coup, je vous conseille déjà une stratégie en plusieurs étapes. L'étape 1, c'est vous arrêter de faire jeûne intermittent le matin et café à la place. Vous ne faites pas ça. Si vraiment vous voulez boire votre café, vous prenez un petit déjeuner et seulement après, vous buvez votre café pour éviter de mettre un trop gros bordel dans la gestion du cortisol. Même si c'est pas un gros petit déjeuner, vous prenez quelque chose à manger et après, vous pouvez boire votre café. Ça, c'est l'étape 1. À partir de l'étape 2, je vous conseille de, en parallèle, commencer à faire un travail sur le cortisol, et vous pouvez vous appuyer pour ça du live que j'ai fait sur le cortisol et des différentes vidéos, et surtout live que je fais sur les gestions hormonales. Je vous conseille cortisol et cycle circadien. Donc, dès que vous êtes à l'étape 2, commencez à vous intéresser à cette gestion du cortisol. L'étape 2, c'est bon, vous avez certes votre café du matin, mais vous arrêtez les autres cafés de la journée. L'étape 3, c'est vous remplacer le café du matin par du déca. Et l'étape 4, c'est vous enlever carrément le déca. Parce que dans le déca, il y a encore des traces de caféine, etc. C'est pas forcément le mieux. Voilà ce que je vous conseille de faire, mais le travail de compréhension du cortisol, de comment ça marche et de quels sont ses enjeux, vous aidera à faire tous ces steps, donc n'hésitez pas à le faire en même temps. Mais voilà, pour moi, l'addiction aux glucides liée à la candidose et l'addiction à la caféine, et d'ailleurs la caféine entretient la candidose, donc vous pouvez très bien avoir les deux, c'est les deux plus emmerdantes qui peuvent empêcher soit l'adaptation, soit la régulation des taux, soit tout simplement le métabolisme de fonctionner correctement. Après, je vais aborder d'autres addictions. C'est des addictions qui sont moins intrinsèquement liées à la physiologie ou à l'aliment en lui-même. Ils ont un caractère addictif, mais moins fort, et surtout c'est lié à votre comportement alimentaire avec eux. Mais bon, je vais quand même les aborder, et je vais aborder aussi ce que je vous conseille de faire avec. La troisième addiction, c'est l'addiction à tout ce qui est oléagineux. En fait, ça aujourd'hui, c'est pas vraiment prouvé comme étant intrinsèquement addictif, mais on se rend quand même compte, et je me rendais déjà compte de ça quand je faisais du coaching en paléo, c'est-à-dire il y a vraiment longtemps, il y a plus de 10 ans, et je me rendais compte que les gens, quand ils achetaient des noix pour les snackings, n'arrivaient jamais à s'arrêter, et parce qu'ils n'arrivaient pas à s'arrêter, en fait, quand je faisais un coaching, j'offrais une petite boîte, c'est des petites boîtes en forme de cœur. S'il y en a qui se rappellent de moi de cette époque, vous en avez peut-être eu une, où il y avait une portion, en fait on pouvait mettre une portion de 35 grammes à l'intérieur, et comme ça je disais aux gens, vous savez qu'en fait vous mangez cette portion et après vous arrêtez. Alors ça marche quand les gens remplissent la boîte le matin et l'emmènent avec eux, mais en fait le reste du temps ça marche pas. Quand on ouvre un sachet de noix, c'est très très difficile de s'arrêter. Je connais très peu de gens qui y arrivent, et il y en a qui sont plus addictifs que d'autres. Je me rends compte que la noix de cajou et la cacahuète par exemple sont beaucoup plus addictives que apparemment la macadamia ou les amandes, mais en fait c'est quand même une famille qui est globalement très très addictive. Le problème en plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est ok, ou que parce que c'est classé aliment grais, bon c'est pas ouf mais ça passe, ça te fait pas sortir de cétose, et ils se disent toujours ouais non mais c'est mieux que des glucides. Et franchement, j'ai fait partie de ces gens-là pendant longtemps. Sauf que je me rappelle d'une fois où j'avais mangé des amandes après un jeûne de 5 jours. Et j'en avais pas mangé beaucoup, c'était l'équivalent d'une petite poignée. Je me souviens encore de la douleur que ça a fait dans mes intestins, alors que les reprises alimentaires avec de la viande hachée et du gras ou des œufs ou des choses comme ça n'a jamais créé des dégâts pareils. Je me rappelle vraiment fort de cette sensation et de m'être dit non mais en fait là il y a un truc. En vérité maintenant j'ai un peu changé de point de vue et je me dis que parfois consommer un peu de glucides qui sont de saison, qui sont de notre latitude, qui poussent dans notre jardin ou machin parce que c'est plein été, ça fait moins de dommages que se bourrer d'amandes en se donnant bonne conscience parce que y a pas de glucides et en plus c'est gras. Alors je vous rappelle quand même que les gras qui sont dans les oléagineux, c'est dans une écrasante majorité des polyinsaturés. Les polyinsaturés, le métabolisme ne sait qu'en faire. Une fois qu'ils sont stockés, c'est très difficile et très long de les déstocker. Quand notre corps stocke des glucides, il le stocke sous forme de gras saturés, pas sous forme de polyinsaturés.
Il y a une raison pour ça, c'est que si vous voulez pouvoir l'utiliser plus tard en énergie, il faut que ce soit une forme que le corps aime bien utiliser, et la forme que le corps aime bien utiliser, c'est saturé et monoinsaturé, pas polyinsaturé. Donc les personnes qui mangent beaucoup de ça et qui vont stocker ça en eux, bah ensuite ça va être très difficile à déstocker, la perte de poids va être beaucoup plus compliquée. Si vous n'êtes pas sensible à l'argument acide phytique, inflammation de l'intestin, inflammation autour de la sangle abdominale, vous pouvez au moins être sensible à cet argument-là, l'argument stockage, métabolisme de l'énergie, déstockage, etc. Il y a deux types de personnes qui consomment ça. Il y a les personnes qui ne savent pas qu'en fait c'est un problème, et il y a deux, les personnes qui s'organisent assez mal dans leur quotidien, qui se retrouvent certains repas ou snacking avec pas à manger, et du coup, c'est la solution de facilité, c'est la solution de faire défaut, je le sais très bien, je l'ai fait des tonnes de fois à la vie claire, en m'en voulant à chaque fois. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est vous devez vous prévoir des snackings, vous devez réfléchir à qu'est-ce que je peux avoir comme petit repas de secours. Vous devez vraiment arrêter de banaliser les oléagineux comme étant un truc, bon, c'est quand même ok, on reste en cétose, machin, c'est cétogène. Non, en fait, c'est pas cétogène. Puisque ce qui est cétogène doit favoriser un métabolisme qui fonctionne avec le gras et les cétones, or votre corps ne fonctionnera pas avec des polyinsaturés. Donc, pour moi, ça n'est pas cétogène. Vous devez réserver ça pour les fois où c'est vraiment pas remplaçable. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez vous faire un petit dessert cétogène ou un pain cétogène ou une recette exceptionnelle pour de temps en temps, ou vous avez des copines qui viennent, vous voulez leur faire des petits biscuits de Sophie machin, ben là du coup vous pouvez dégainer votre poudre d'amande, là du coup vous pouvez dégainer un petit peu d'oléagineux parce que vous en mangez pas au quotidien, donc ponctuellement c'est ok. En fait, même topo pour l'addiction numéro 4, qui est l'addiction fromage. Il y a aussi là beaucoup de gens qui se reposent sur le fromage quand ils se sont pas organisés autrement. Ils se relaient là-dessus parce qu'ils ont pas préparé, parce qu'ils ont plus d'idées, machin. Et je comprends, hein. D'ailleurs, je me suis dit il y a pas longtemps qu'il fallait que je refasse plus de vidéos retour de course et plus de journées dans mon assiette pour donner des idées aux gens et pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la situation justement de se rabattre sur le fromage, comme j'ai fait maintes et maintes fois à la vie claire aussi. Ça peut vous aider dans certaines stratégies si vous l'avez décidé, comme je vous ai expliqué dans l'addiction numéro 1. Il faut vraiment que votre consommation de fromage elle soit comme ça. Plaisir parce que là vous êtes sorti avec des amis, vous avez invité, qu'il y a eu un plateau de fromage, machin, ou parce que vous en aviez très envie et que c'est le moment, mais pas que ça soit un truc qui est tout le temps là et c'est normal que ça soit là. Addiction numéro 5, alors je dirais dans celle qu'on voit le plus couramment en keto, parce qu'il doit y en avoir des tas d'autres. Évidemment, mais je ne veux pas faire une liste exhaustive, mais je dirais celle que je vois le plus couramment arriver en coaching ou dans les questions, ça va être l'addiction au chocolat noir. Le chocolat noir 99 ou 100%, c'est la version cétogène acceptée du chocolat qu'on mangeait avant, donc c'est une addiction qui s'est déplacée. Et je pense que c'est pas vraiment problématique de manger un carré de chocolat noir à la fin du repas. Maintenant, c'est quand même un aliment qui contient de la théobromine, donc qui est quand même une molécule qui ressemble très très fort à la théine et la caféine, qui peut avoir un effet excitant, même si c'est dans de moindres quantités, c'est quand même là. C'est un aliment qui pose problème si vous avez des dysbioses, des réactions d'histamine ou beaucoup de porosité intestinale. Donc c'est pas un aliment si anodin que ça, et qu'il faut en fait vraiment avoir cette conscience de ok, j'arrive à la fin du repas et si ça se trouve j'ai atteint ma satiété mais pas mon rassasiement, du coup je suis en train de chercher quelque chose et parfois par défaut, sans même y réfléchir, j'ouvre mon tiroir où il y a le chocolat et je le prends. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé et c'est de plus en plus récemment, maintenant que je travaille plus sur mon comportement alimentaire, de me diriger donc vers le carré de chocolat, le mettre dans ma bouche et au moment où j'ai dans la bouche me dire ah non c'est pas ça que je voulais. Moi avant j'aurais continué à le manger parce que de toute façon j'avais envie de manger un truc, sauf que vous mangez un truc qui n'était pas ce que vous vouliez donc ça ne vous satisfait pas, donc au mieux vous êtes juste un peu énervé, au pire vous pouvez, et ça arrive, en prendre un deuxième parce que comme vous n'avez pas été satisfait du premier, vous continuez, il y a quand même quelque chose en nous qui veut de la satisfaction. Je pense qu'il faut vraiment être conscient de si vous allez prendre votre carré de chocolat, demandez-vous si c'est vraiment ça que vous voulez, et quand vous l'avez dans la bouche, est-ce que c'est vraiment ça que je cherchais? Bon, si ça m'apporte du plaisir, et si c'est ça, oui, ok. Sinon, en fait, faut vraiment le remettre dans la tablette, voire le recracher, et réfléchir à ce que vous voulez à la place. Mais ça, finalement, c'est tout un travail un petit peu plus large qu'il faut faire avec le comportement alimentaire et le rapport à la nourriture. Parce que je dirais, les deux premières addictions, la caféine, les glucides, il faut taper dedans de manière urgente, c'est pas une histoire de comportement alimentaire, c'est bien au-delà. Mais là, avec ces addictions-là, c'est-à-dire les pâtes à tartiner, les noix, les peanut butter, est-ce que vous voulez, les fromages, ou les aliments comme le chocolat noir, les desserts keto, les petites barres keto, les trucs à l'érythritol, c'est tous des trucs où, parce qu'il y a une partie de nous qui dit oui mais c'est quand même ok, il y a des comportements addictifs qui peuvent revenir. Alors moi ce que je vous conseille de faire, et que j'essaye de faire aussi de mon côté, c'est de pas
trop considérer ces aliments comme interdits, parce que sinon, plus vous les considérez comme interdits et jamais vous les achetez, plus votre comportement avec eux a tendance à se dérégler. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai conscience que le beurre de cacahuète c'est catastrophique pour moi parce que j'ai un comportement addictif avec, je sais pas me gérer, quand je commence à en manger j'en mange trop, et après j'ai très mal au ventre parce que évidemment c'est très agressif pour l'intestin, en plus je sais que c'est bourré de polyinsaturés donc catastrophique pour mon métabolisme aussi, je sais tout ça, donc j'en achetais pas, mais quand il y en avait, je me comportais comme un enfant qui a peur de manquer ou mes grands-parents qui ont fait la guerre, c'est-à-dire que je pouvais manger le pot entier. Ce qui franchement est catastrophique parce qu'au bout d'un moment c'est même plus agréable, vous ne savez même pas pourquoi vous le faites, vous ressentez une horrible culpabilité après, enfin il n'y a rien qui va, et puis pour le coup vous sortez quand même de cétose. Le travail que j'ai commencé à faire, c'est de me dire bah non en fait je vais en acheter, et je vais même pas en acheter qu'un pot, j'en achète 2 voire 3, et comme ça je peux pas faire le coup de ah oui j'ai mangé la moitié d'un pot, bah du coup je finis comme ça je suis débarrassée, non tu t'es pas débarrassée, il en reste 2 autres. Et ça m'oblige en fait à me dire bah ok il y a ces aliments là, ça m'oblige à me comporter différemment avec, ça m'oblige à me dire bah tu vois en fait il y en a et ça va pas disparaître, c'est pas si dangereux que ça parce qu'au bout d'un moment t'en as plus tant envie que ça, au bout d'un moment ça se passe le truc, et je me rends compte avec le temps, c'est pas linéaire mais je me rends compte avec le temps ça va de mieux en mieux, et que maintenant je peux rester avec un pot de beurre de cacahuète qui me dure 2 semaines alors qu'avant c'était inenvisageable qu'il dure plus d'une journée. Je suis assez fière de moi avec ça, et je fais un peu le même travail avec toutes les petites michetonneries keto. Vous savez, le genre de chocolat funky fat choc par exemple, qui est pas horrible en composition, mais voilà, c'est quand même, il y a beaucoup d'érythritol à l'intérieur, c'est quelque chose qui a un goût sucré, ou les petites barres. Mais en fait, à chaque fois que je passe une commande chez Keto Fit Shop, je m'en prends un peu pour m'habituer à changer mon comportement avec ces trucs-là. Je m'habitue à avoir ce truc chez moi, et que c'est pas obligé que ça disparaisse en un coup, c'est pas obligé que je jette à la poubelle pour pouvoir me gérer, parce qu'avant j'étais parfois obligée de faire ça, hein, jeter le truc, pour être sûre que j'allais pas faire n'importe quoi avec. Et c'est en régulant mon comportement alimentaire avec des trucs comme ça qui, moi, me semblent dangereux, avec tous les guillemets du monde, que finalement je me rends compte que mon comportement alimentaire global se régule. Quand on veut se libérer d'une addiction, il y a oui une phase où il faut complètement l'éliminer, notamment avec le sucre, mais ça fera pas complètement le travail, parce qu'il y a toujours un moment où il va revenir dans votre vie, et si vous n'êtes pas prêt à le gérer, bah, vous retombez dans l'autre côté de votre addiction. Donc pour moi, se libérer d'une addiction, c'est quand même être capable de l'acheter, être capable de l'avoir, mais se comporter normalement avec. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que c'est une notion que je vais aborder dans le prochain live, donc qui va être un live plutôt orienté sur le comportement alimentaire, le rapport à la nourriture, tout en restant à l'intérieur du cétogène et des difficultés que la diète cétogène va apporter avec ça. Donc ça sera pour le prochain live où je vous annonce la date bientôt. Bon, j'espère que cette vidéo vous intéresse, dites-moi si ça vous parle, est-ce que vous vous trouvez en prise avec ce genre d'addiction, marquez-moi en commentaire quelle est votre addiction, vu que je les ai pas toutes évoquées, ça m'intéresse de savoir aussi, ça m'aide aussi en coaching, ça m'aide pour les futures vidéos, ça m'aide pour préparer les lives, plus vous me donnez d'informations sur ce qui vous pose problème, plus moi je peux vous apporter aussi des solutions. Donc merci pour votre contribution, merci d'avoir vu cette vidéo, très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Vous êtes bien trop brutal.